Alors, cette transition alimentaire, appelée aussi transition du système alimentaire, désigne le processus par lequel une société modifie en profondeur sa manière de produire et consommer des aliments. Dès lors, quel peut être l'impact, le rôle des entreprises et des marques pour favoriser une consommation souhaitable, faire changer les comportements sur des modes plus responsables? Comment l'ensemble des acteurs de l'écosystème, des grandes entreprises aux startups, de la tech, en passant par les PME et les ETI, peuvent-ils être moteurs, et par quels moyens, de cette transition alimentaire dans un contexte d'inflation et où, pour reprendre une formule qui a fait florès ces derniers mois, c'est les fins de mois comptent plus que la fin du monde. Bref, comment répondre à cette trinité, le bon, le bien et le prix? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ou engager des pistes de réflexion avec mes trois invités que je vous présente. Juste à mes côtés, Cyril Touré, directeur général adjoint de Saint-Hubert. Bonsoir Cyril, merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Thierry Goubeau, président de Charles et Alice. Et enfin, Dominique Schelcher, président de Système U. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Dominique Schelcher, je vais commencer avec vous. Dans les comportements, les préoccupations des consommateurs, quels sont les changements que vous avez, vous, pu constater ces dernières années? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous pour fêter cet anniversaire. J'aurais dû être à Rome ce soir et j'ai choisi de venir à Ludre pour fêter cet anniversaire parce que c'est une très belle entreprise ici, parce que 120 ans, c'est pas rien. Parce que c'est une entreprise résiliente, c'est une entreprise qui ne cesse d'innover, comme ça a été très bien dit, et j'avais envie de soutenir ça. Et c'est très important. Et ce qui me plaît beaucoup chez Saint-Hubert aussi, Saint-Hubert, c'est une belle ETI qui résiste par rapport à des grands. Système U, c'est un peu pareil. On est le 4e, on est le challenger, on n'est jamais meilleur quand on est le challenger. Voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est une longue histoire tout ça. Je trouve intéressant de dire que pendant 50 ans, des années 60 au début des années 2000, on a vécu un modèle tous ensemble là, qui était très simple, où il y avait 3 ingrédients principaux: toujours plus d'offres, toujours plus de promotions et toujours plus de nouveaux produits et d'innovation. Et c'était le système dans lequel on a vécu pendant 50 ans. Et en 2007, il s'est passé un truc qui a bouleversé tout et qui est ce petit appareil-là, qui est le smartphone, qui pour moi est symbolique de beaucoup de changements et qui est le symbole pour moi de la reprise du pouvoir du client. Pendant 50 ans, on avait nous deux, vous producteurs, nous commerçants, le pouvoir, on poussait les choses et avec ça, le client a repris le pouvoir, il est plus informé, c'est Yuka. Il se renseigne, il cherche, etc. C'est ensuite le e-commerce qui est venu là-dessus, qui a donc diversifié les façons d'acheter et de commercer. Voilà, donc là, il y a eu un bouleversement. On avait aussi ensuite toute une période qui a été compliquée pour nous avec peu d'inflation et qui a compliqué les choses, autre élément. Et après, évidemment, la transition environnementale qui est venu au cœur des préoccupations. Donc ça a aussi commencé à changer les choses dans la tête des gens sur leur consommation. Puis la crise du Covid, qui a été un accélérateur sur énormément de choses, où on s'est rendu compte en fait que depuis un certain temps, sous le coup de tout ce que je viens de dire, de nouveaux circuits, Internet et autres, etc., de nouvelles attentes autour de la transition environnementale, les volumes sont légèrement en baisse depuis la fin des années 2010. Donc il y a une espèce de sobriété qui s'installe, qui s'est accélérée pendant le Covid, avec par exemple un phénomène massif dont je suis sûr vous faites tous partie, c'est par exemple dans le textile, plus de ventes de vêtements d'occasion. On n'achète plus forcément neuf, il y a Vinted aujourd'hui, etc. Et on est donc dans ce phénomène-là. Puis l'inflation, ça a été très bien expliqué, qui a fortement impacté, qui fait énormément arbitrer les gens, énormément. Beaucoup de gens sont dans la contrainte, faut le redire. Je rappelle qu'il y a 16% de Français qui sont dans la précarité alimentaire, 36% qui sont dans l'insécurité alimentaire. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte. C'est une autre réalité de la France aujourd'hui. Tout ça pèse, ça se traduit par des arbitrages très forts. Et donc c'est ça, en quelques minutes, je pourrais en parler des heures, l'évolution du consommateur ces derniers temps. Et nous tous, là, Charles et Alice, Saint-Hubert, on essaye ensemble de s'adapter à ça. En tout cas, ce que l'on retient de ce que vous dites, Dominique Schelcher, c'est que ce
consommateur, il a repris le pouvoir. Donc il faut évidemment le connaître au mieux, Cyril Touret, parce qu'on sait, on l'a compris, que dans la transition alimentaire, il est nécessaire de faire changer les comportements. Ça veut dire donc qu'il faut bien connaître les consommateurs. Comment on fait aujourd'hui pour bien connaître le consommateur ? Alors, historiquement, on s'appuyait sur des études. On fait beaucoup d'études qualitatives, quantitatives, qui sont effectivement des questions qu'on va pour chercher à analyser le comportement du consommateur, mais qui sont toujours avec le prisme finalement de la personne qui pose la question, la personne qui interroge ou qui va faire l'analyse. Et ça, en fait, ça montrait ses limites, un petit peu comme les sondages qu'on peut avoir d'opinion, ça a ses limites par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est, grâce aux nouvelles technologies, grâce à des nouvelles méthodologies, c'est de mieux comprendre le consommateur, de se mettre dans ses pas. Et notamment au travers des réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, par définition, il y a peu ou pas de filtre. C'est un bon moyen pour mieux sentir, effectivement, et comprendre le consommateur. Et puis, en termes de méthodologie d'études, on va plus aller chercher des études ethnologiques, des études où on va se mettre dans les pas du consommateur, à sa place, pour essayer de comprendre son comportement et voir comment on peut interagir avec lui et le faire bouger sur ses positions et aller vers la transition alimentaire. Dominique Schelcher, dans mon introduction tout à l'heure, je parlais de la trinité du bon, du bien et du prix. Comment on peut parvenir aujourd'hui à synthétiser ou à résoudre cette équation? Parce qu'il y a une équation, vous parliez d'arbitrage il y a quelques instants, comment on fait? Mais c'est évidemment l'équation la plus complexe qu'on a tous à résoudre, l'équation de rendre nos produits accessibles à des clients qui sont en partie en difficulté, et je vous assure, plus qu'on ne le croit. Nous, on est l'enseigne des territoires. À 50%, dans des communes de moins de 5000 habitants. Et c'est particulièrement dans ces territoires-là qu'il y a un certain nombre de gens qui souffrent. Et moi, j'insiste là-dessus. Donc, cette équation d'accessibilité et en même temps, l'équation de trouver le juste prix pour les producteurs en amont. Particulièrement, on sort, je ne suis pas sûr qu'on en sorte complètement. Les élus le savent très bien, d'une crise agricole qui est compliquée et où on doit apporter des solutions. Donc, c'est cette équation qu'on essaie de résoudre. Comment on fait? Il y a deux régimes de discussion en France. Il y a tout d'abord les produits de marque distributeur. Et avec Charles et Alice, par exemple, on en fait ensemble des produits de marque distributeur. Et là, il y a des choses très vertueuses qui se font. Dans la Meuse, pas très loin d'ici, on a une usine. Alors nous, on n'est pas producteur commerçant, mais on fait travailler une usine avec un partenaire industriel, 4 coopératives laitières qui fabriquent tous les yaourts à la marque EU. Sur ce contrat-là, on a signé avec les coopératives pour 5 ans, 5 ans de visibilité aux producteurs. On garantit 22 millions de litres de lait par an. Et dans le contrat, il est écrit pour une juste rémunération du producteur. Ça, c'est tout le régime marque-distributeur qui est souvent plutôt vertueux. Chez EU, tous nos produits frais sont faits comme ça. Avec Charles et Alice, on a des relations anciennes et vertueuses depuis longtemps. On construit des choses ensemble, on s'est encore revus récemment. Il y a des choses possibles. L'autre, qui est parfois plus controversé, plus discuté, parfois plus difficile, c'est vrai, il faut qu'on l'améliore encore. Il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, qu'on est en train de revisiter pour encore l'améliorer à la sortie de la crise agricole. Voilà, moi j'ai plein de propositions, plein de pistes à faire. Je fais le tour de nombreux élus actuellement. J'étais chez la ministre Pannier-Runacher hier soir pour échanger de ces propositions encore. Il y a des pistes, on peut encore améliorer des choses. Il ne faut pas tout révolutionner, il faut optimiser encore ce qui est possible. On peut trouver le juste prix. Comment, dans vos magasins, vous vous adaptez aussi parce que finalement, vous avez des populations qui sont différentes, des gens qui ont des moyens, des gens qui ont peu de moyens. La notion, quand on est distributeur, c'est d'adapter aussi en fonction de qui l'on a comme public. Absolument. Une règle chez nous, c'est de laisser le libre choix aux clients. Et donc, chez U, il y a le produit de grande marque qui a un peu moins de succès en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a le produit de marque distributeur qui est 25% plus cher et dans la tête des gens, moins cher. Pardon, 25% moins cher. Oh là là, 25% moins cher. C'était pour que tout le monde en fait, l'idée, c'était de savoir si tout le monde suivait bien le sujet. Donc les gens, dans les dernières études, c'est très intéressant, disent oui, j'ai compris qu'il n'y a plus forcément beaucoup d'écart avec un produit de marque distributeur. Il y a le produit premier prix aussi, parce que il y a une clientèle pour ça s'est développé. Et chez nous, il y a beaucoup le produit local, le produit de proximité. La marque de fabrique de U, c'est 20% d'approvisionnement vraiment très local. Donc c'est laisser ce libre choix et faire aussi beaucoup de pédagogie. Un point important,
fondamentale, les gens ne savent plus cuisiner en France. Et souvent, vous observez les gens en précarité alimentaire. C'est une passion que j'ai, d'observer le contenu des caddies de mes clients. J'ai toujours un magasin, j'y suis toutes les fins de semaine. Les gens en précarité alimentaire sont ceux qui achètent le plus de produits transformés. S'ils achetaient un légume à cuisiner, une escalope, etc., et qu'ils cuisinaient, ça leur coûterait bien moins cher que ça. Ça, c'est un défi majeur, c'est de la pédagogie qu'on a à faire. Voilà. Et ce serait sans doute plus sain même aussi. Ce serait plus simple. Juste dernier point, le président de la Banque alimentaire me dit l'autre fois, dans un de nos centres, on a reçu une palette de choux-fleurs. Personne dans les gens qui sont venus récupérer des produits ne voulait les choux-fleurs. Pourquoi? Parce que les gens disaient « je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment le cuisiner ». Voilà où on en est en banlieue de Paris aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà, il y a eu d'ailleurs une étude récente aussi auprès des jeunes qui ne savaient pas faire la différence, je crois, entre une courgette et c'est ça. Thierry Goubeau, on le disait, les consommateurs arbitrent souvent aujourd'hui plutôt vers le prix parce qu'il y a ces problématiques d'inflation. Pour autant, la qualité ne doit pas être non plus réservée qu'à des élites et à des gens qui en ont les moyens. De votre côté, comment vous envisagez cette possibilité et comment on peut résoudre cette équation du bon, du bien et du prix? Vous l'avez dit, c'est une sacrée équation, hein. Alors d'abord, je voulais remercier Saint-Hubert de nous avoir invités, Charles et Alice. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de similarités entre nos entreprises. En étant pionniers, vous avez été pionniers dans la création de Saint-Hubert 41 et nous, on a été pionniers il y a 24 ans en étant les premiers à lancer des compotes sans sucre ajouté. J'y reviendrai peut-être. Alors, le bon, le bien, le prix. Alors, nous, on a une conviction chez Charlie Ellis et c'est une conviction qui va au-delà de notre entreprise. Et Nina Métayer, tout à l'heure, nous a fait saliver. Moi, je pense que on ne peut pas réussir dans l'alimentaire à long terme si on ne fait pas des bons produits. Et nous, on constate sans arrêt dans toutes les études consommateurs qu'on fait, c'est que si le produit déçoit gustativement, à un moment, ça va impacter sur le réachat. Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans une tendance inflationniste où le consommateur ferait très attention. Mais nous, on est convaincus et on est français. L'alimentation en France, c'est quand même quelque chose d'important. Donc le bon, c'est extrêmement important. Je trouvais intéressant, d'ailleurs, je ne savais pas que le slogan de Saint-Hubert, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est « Test, made healthy ». Le goût. Test, le goût, made healthy, rendu sain. Et il y a un deuxième élément, effectivement, le consommateur fait de plus en plus attention à ce qu'il mange. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est la santé. La santé, ça commence par l'alimentation. Donc, oui, bien sûr, il y a le prix. Ça rend le métier de nous, industriels, extrêmement challengeant, parce que maintenant, il faut qu'on fasse bon, il faut qu'on fasse sain, et il faut qu'on fasse à un prix abordable. Ah. Mais je ne crois pas que si on se préoccupe que du prix, on va y arriver. Voilà. D'accord. Donc mais ça, vous me disiez, quand on a préparé cette séquence, vous avez dit souvent, par contre, le bon est plus cher. Alors c'est vrai que le bon, c'est plus cher. Pour faire une bonne compote sans sucre ajouté, et je pense que Nina comprendra tout à fait ce que je veux dire, eh ben, il faut des fruits qui sont excellents. Parce que le sucre a tendance on va dire, à couvrir les imperfections. Et les fruits, pour avoir les meilleurs fruits, il faut payer un peu plus cher. Bon. Donc effectivement, une compote sans sucre ajouté va être un peu plus chère qu'une compote sucrée. Donc il y a une éducation du consommateur à faire. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que c'est, comme l'a dit Dominique Schelcher, c'est un peu compliqué avec l'inflation. Mais nous, on est convaincus qu'il ne faut pas perdre de vue le bon et le sain. Cyril Touret, chez Saint-Hubert, quelle réponse vous apportez pour résoudre cette équation? Alors, effectivement, c'est une équation qui est très difficile à résoudre. Souvent, on va trouver des produits qui vont répondre à un ou deux de ces critères, mais rarement les trois réunis pour les raisons qu'on a évoquées précédemment.
Je pense que chez Saint-Hubert, on est pionnier dans le végétal, on est pionnier dans la transition alimentaire, mais il y a un écueil qu'on veut absolument éviter, c'est le diktat du bien qui peut emmener effectivement l'alimentation vers quelque chose qui pousserait à faire des produits qui lavent plus blanc que blanc, qui serait du coup qui limiterait nos produits et nos marques à un rôle activiste et avec des produits qui seront sans doute moins bons, ça c'est évident aujourd'hui, et peut-être plus chers. Et ça, c'est vraiment un risque que l'on ne veut pas prendre. On est convaincu aussi que pour faire bouger les lignes, il faut absolument qu'on puisse emmener le plus grand nombre de consommateurs et qu'on soit intransigeant sur le goût, intransigeant aussi sur un prix qui est acceptable pour le consommateur, tout en ayant notre racine personnelle qui est la base végétale. On en a évoqué tout à l'heure l'histoire avec Jean-Christophe. Et c'est la manière que l'on a, nous, de faire bouger les consommateurs et l'alimentation, c'est d'inscrire de plus en plus cette base végétale dans l'alimentation sans rupture avec le goût et le prix, qui sont des éléments indispensables. Alors, on a parlé des 120 ans, évidemment, il y a quelques minutes avec Jean-Christophe. J'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu sur ce que vous avez mis en œuvre depuis 120 ans en termes d'innovation. Quelles sont les plus remarquables et en quoi elles contribuent à la philosophie, finalement, de ce que vous venez d'expliquer à l'instant? Alors, Jean-Christophe l'a évoqué tout à l'heure, Saint-Hubert, c'est un esprit pionnier, et notamment dans l'innovation. On peut parler de trois grandes révolutions que Saint-Hubert a générées sur le marché en France, notamment de la margarine. D'abord, Saint-Hubert 41, dans les années 80, c'était la première barquette qui était pratique, qui était avec un produit allégé, moins cher que le beurre, qui donnait accès effectivement à ce type de produit à plus de monde, et qui a ouvert un nouveau segment, un nouveau marché, qui est celui des produits de matière grasse allégés et faciles à tartiner. La deuxième révolution qu'on peut citer, c'est Saint-Hubert Oméga 3 en 2002, qui a été une réponse, une vraie solution apportée à toutes les personnes qui avaient une problématique soit de cholestérol, soit de problématique cardiovasculaire, et qui pouvaient, avec la consommation de Saint-Hubert Oméga 3, non seulement continuer à mettre un peu de matière grasse dans leur alimentation, mais surtout avec cette matière grasse, pouvoir aussi contribuer à travailler sur leurs problèmes de cholestérol ou de maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Christophe, Oméga 3 et le segment de la santé représentent plus de 60% du marché de la margarine. Troisième innovation, qui était peut-être la plus techniquement difficile, ça a été en 2016 le lancement de la première margarine sans huile de palme. Pourquoi c'est difficile? Parce que l'huile de palme, on l'a dit tout à l'heure et Nina l'a rappelé, notre produit c'est une émulsion, c'est quelque chose qui est très instable, très fragile, et l'huile de palme permettait effectivement de cette stabilité et cette constance dans le produit. Et donc c'était une gageure technique de pouvoir se passer de l'huile de palme dans nos produits, et on a été les premiers à le faire en 2016 avec le Saint-Hubert Oméga 3 sans huile de palme. Voilà, ça c'est 3 révolutions, et puis il y en a une qui se profile. C'est ça? Eh bien, en tout cas, on très espère, rapidement, a priori. On espère, en tout cas, avec l'original que vous allez découvrir tout à l'heure, on espère avoir réussi l'équation impossible qui est de réconcilier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le goût du beurre et ce goût de notre enfance qui nous rappelle des très très bons souvenirs, et puis toute la légèreté du végétal apporté par le savoir-faire de Saint-Hubert. Et donc c'est Saint-Hubert l'original qui arrive en magasin dès le mois d'avril. Voilà, donc poursuite de l'esprit pionnier de Saint-Hubert tout au long de cette histoire. Thierry Goubeau, révolution, innovation, vous le disiez très rapidement tout à l'heure, vous avez été les premiers à révolutionner les compotes avec le sans sucre ajouté. C'était il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que l'innovation, c'est vraiment aussi un des leviers du succès et possibilité aussi de faire changer les comportements. Ah ben, bien sûr, l'innovation, c'est au cœur de nos métiers. Et effectivement, avec le sans sucre ajouté, on a fait changer les comportements. Et aujourd'hui, 40%, pratiquement 40% des compotes qui sont achetées en France sont sans sucre ajouté. Alors l'innovation, c'est compliqué. Nina Métayer y a fait allusion tout à l'heure. Alors je suis comme vous, j'aime pas le mot échec. J'aime bien dire que l'innovation, c'est essayer plein de choses qui ne marchent pas forcément, plutôt que d'utiliser le terme échec. L'innovation, c'est essayer plein de choses qui n'ont pas forcément marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentaire, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais plus de 50% des innovations ne perdurent pas dans le frigo des consommateurs. Hein. Et je me demande si c'est pas même plutôt 70% que 50%. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer beaucoup,
de choses qui ne marchent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une entreprise qui essaye d'innover, il faut avoir des actionnaires qui ont le temps long. Un ange passe et un message passe en même temps. Et parce que c'est sûr que dans l'agroalimentaire, si vous voulez faire des retours sur investissement en 3 ans, ça ne marche pas. Alors chez Charles & Alice, on a la chance que 50% de l'entreprise est détenue par les dirigeants, et puis on a des partenaires financiers qui ont du temps long. Mais c'est sûr que quand on est tenu par le cours de bourse la fin du mois ou du quarter, on peut pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc pour réussir et innover dans l'alimentaire, il faut avoir des partenaires, des actionnaires qui sont capables d'avoir le temps long. D'accord. Au-delà des actionnaires, c'est aussi peut-être la taille de l'entreprise. On est plus flexible peut-être quand on est une PME, une ETI. C'est sûr que l'avantage d'entreprises de nos tailles, c'est la flexibilité, la capacité de vite se rendre compte qu'on s'est trompé avant de dépenser, nos moyens étant limités. On n'a pas trop le droit de se tromper. Je veux dire, si Danone se trompe sur un lancement, bon, ils s'en sortiront. Nous, Saint-Hubert, Charles & Alice et les entreprises de notre taille, il faut qu'on soit très, très vigilants. C'est un vrai challenge, mais le taux d'échec reste de 50%. Donc, compliqué. D'accord. Faire rentrer un nouveau produit dans un frigo, c'est long. Faire changer les comportements, c'est long. Pour établir un nouveau mode de consommation, il faut au moins 3 ans. Au moins 3 ans, si ce n'est pas plus. D'accord, attention de ne pas réagir donc sur le court terme. Dominique Schelcher, tout à l'heure, vous avez évoqué donc cette reprise du pouvoir par le consommateur. Vous avez évoqué le e-commerce, l'utilisation du smartphone. C'est vrai que la distribution est devenue totalement protéiforme maintenant, avec notamment tout ce qui s'est fait en termes de disruption. De nombreuses alternatives sont proposées aux consommateurs pour s'approvisionner. Et j'aimerais qu'on parle, vous, des solutions que vous apportez dans un livre au très joli titre qui s'appelle « Le bonheur est dans le prêt ». Donc attention, on est dans la notion de proximité. Donc vous faites des propositions pour réinventer ce commerce de proximité. Quelles sont les principales et en quoi elles peuvent être des réponses à notre problématique de ce soir, qui est celle de la transition alimentaire? Quelques exemples, je pourrais encore aussi en parler des heures du livre. Le premier point, ne jamais perdre l'écoute du client. Cette entreprise ici a fait quelque chose de formidable l'année dernière. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais l'année dernière, Saint-Hubert a investi 1% de son chiffre d'affaires dans l'analyse du client pour le comprendre à date et se projeter dans les années qui viennent. Résultat, il sort 2 superbes innovations qui sont référencées à 95% dans tous les circuits de distribution. Ils sont déjà en train de gagner. Ne jamais perdre l'écoute du client, garder le bon sens, rester en contact, c'est fondamental. 2, continuer à innover. Il faut savoir que ces dernières années, sous le coup du Covid, sous le coup de la crise inflationniste qui a mis de la pression à tout le monde, l'innovation est en forte baisse parce que tout le monde a resserré. Il faut revenir à ça. Mais il faut revenir aussi à des choses très simples. Par ailleurs, par exemple, moi je rêve du retour de l'éducation à l'alimentation à l'école primaire. C'était le cas peut-être des plus anciens d'entre vous. Moi, ça a été mon cas. J'avais eu des cours là-dessus. Ça a disparu. Il y a une perte immense là-dessus. Et si on ne revient pas à des choses basiques comme ça, on perd le sens des choses, on perd la valeur de l'alimentation. Nous, on a fait un stand il n'y a pas longtemps sur la reconnaissance des fruits et légumes, mais je vous assure, reconnaître une courgette, reconnaître un navet, mais 2 enfants sur 3 ne le savaient pas. Donc des choses simples comme ça. C'est ce qu'on appelait les leçons de choses. Des leçons de choses. Et après, dans l'exercice du commerce, nous, on va continuer. On a 130 ans. Système U a 130 ans cette année. On va le fêter dans quelques temps. Et on va rester fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire une coopérative de commerçants indépendants, ancrée dans les territoires, ouverte sur l'ensemble des parties prenantes, les fournisseurs, etc. Et on va continuer à cultiver ça. Ça, c'est nos valeurs très fortes. Et c'est un modèle qui a du succès sur le marché aujourd'hui. On n'est pas les seuls, on est 3, mais ça marche plutôt bien. Et c'est ça qu'on va continuer à faire sans jamais oublier le client. Écoute du client.
On va terminer cette table ronde avec vous, Thierry Goubbeau, parce que dans la prochaine table ronde, on va parler de RSE, de responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Et j'aimerais que vous nous parliez d'une jolie initiative que vous avez mise en place chez Charles et Alice. Elle est autour de l'intergénérationnel et ça fait partie évidemment aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est gentil de me poser la question parce que ça concerne moins l'innovation que la prochaine table ronde, mais bien que, et on en discutait tout à l'heure avec certains d'entre vous, la RSE, mais on en parlera certainement tout à l'heure, ça peut aussi être de l'innovation. Alors nous, ce qu'on fait modestement à notre niveau, c'est que nos produits, vous le savez, ils sont fortement consommés par les enfants, par les jeunes enfants, et puis ils sont aussi consommés un peu plus tard par nos anciens. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est en voulant créer un lien entre les jeunes générations et les anciennes générations. Hein, on a vu pendant la Covid, il y avait un peu un split entre les jeunes et les anciens. Donc en fait, on loue des partenariats avec les écoles. Et dans les écoles, les jeunes enfants, CP, CE1, CE2, font des petits dessins avec un petit sourire, un petit bonjour, un petit joyeux Noël. On fait ça en particulier au moment des fêtes. Et en fait, ces dessins, ils sont apposés sur les pots de compote. Et ces compotes sont distribuées dans les EHPAD en particulier. Et en fait, comme ça, c'est le petit sourire sur le plateau des anciens. Et ce qui est incroyable, c'est le nombre de réponses qu'on a eues des anciens qui, du coup, écrivent à l'école, envoient des photos. Et tout ça, ça nous incite à renforcer cette opération et en particulier à créer des événements goûtés où les jeunes rencontrent les anciens. Donc voilà, c'est notre façon... à nous de créer un peu de lien, sachant qu'une des valeurs de Charles et Alice, c'est le bien vivre ensemble. Donc il faut que les jeunes et les anciens apprennent aussi à bien vivre ensemble. Voilà. Et peut-être pour faire la jonction avec la table d'après, moi je trouve qu'on manque de projets positifs en France. Alors on manque d'exemples positifs, on en a eu un formidable ce soir, donc ça c'est bien. Et on manque aussi, je trouve que l'ambiance est un peu morose, on manque de projets positifs. Et par exemple, faire de la transition tous ensemble un projet positif, constructif qu'on emmène, ce serait génial. Je rappelle, on produit tous 10 tonnes de carbone par an. Pour répondre à l'accord de Paris, on doit produire 2 tonnes d'ici 2050. Mais qu'est-ce qu'on fait tous ensemble positivement pour prendre en charge ça, le financer ensemble, trouver des nouvelles voies, mais en faire un projet positif? Là, je trouve que c'est un projet parfois un peu lourd, qu'on voit comme une contrainte. Non, inventons du positif. Voilà, donc dans un monde où les consommateurs... Oui, Dominique. Dans un monde où les consommateurs ont repris le pouvoir, où ils arbitrent souvent par obligation, le défi des industriels, des distributeurs, on l'a compris, c'est de trouver le bon équilibre entre le bon, le sain et le prix. Et vous nous avez apporté certaines pistes de réflexion, tous les trois, être à l'écoute du client, garder le bon sens, innover, éduquer, avoir l'esprit pionnier. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment.